Film d'art et Ciné-Palace, un premier cinéma d'auteur avant 1914. Une causerie d'Alain Caroux donnée le 25 janvier 2024 au musée Clémenceau autour de l'exposition Focus Clémenceau et le cinéma est déclinée en podcast. Épisode 4, un premier cinéma d'auteur de 1907 à 1914. Voilà pour le style de Capellani. Mais j'aime aussi, par exemple, les grands monologues mimiques d'Henri Croce, donc l'acteur principal, qui est le grand acteur de Capellani, qui est le Jean Valjean des Misérables, l'Antier de Germinal, qui sont des films bien connus de Capellani un peu plus tardifs. Alors certes, le jeu d'Henri Croce est tout entier tourné vers l'extérieur, c'est un jeu très démonstratif, expressif, et pas du tout intériorisé, contrairement à d'autres interprètes un peu plus subtils qui peuvent exister à cette époque. Mais cette éloquence gestuelle, carrée, démonstrative d'Henri Croce représente vraiment un exemple typique et abouti de ce qu'on pourrait appeler une sorte de pantomime pathétique, hein, qui est liée à la tradition du mélodrame dont vient Henri Croce, qui est un grand interprète de mélodrame. Et puis on pourrait parler bien sûr du talent des décorateurs, des costumiers, etc. Mais j'en viens, j'ai parlé de trois plaisirs que me donne ce film, j'en ai vu deux déjà, la capsule temporelle, cette théâtralité cinématographique la patte les choix que fait de Capellani à l'intérieur d'un cinéma de studio. J'en viens au troisième plaisir qui est cette fois du côté de l'histoire, hein, plus que du côté du spectateur. C'est celui de voir ce film exprimer de manière assez exemplaire tout un projet culturel de la production cinématographique française dans cette période courte et très prospère qui court de 1907 à 1914. Voilà, et c'est là que j'en viens au contexte, le contexte que j'avais annoncé dans mon titre au départ. 1907 à 1914, pourquoi? Bon, 1914, vous vous en doutez légèrement, mais 1907, pourquoi 1907? 1907, c'est le moment essentiel de transformation du cadre du spectacle cinématographique. Jusqu'à 1906-1907, les bandes cinématographiques, puisqu'on parlait plutôt de bandes cinématographiques que de films, étaient très majoritairement montrées, non pas dans des salles de cinéma, qui pour ainsi dire n'existaient pas à très très peu d'exceptions près, mais dans le cadre de spectacles variés. On les présentait au milieu des attractions foraines, on les présentait au cirque, au milieu des numéros d'un café-concert, ou au sein d'un spectacle de magie, confère Méliès, ou au milieu d'une visite au musée Grévin, ou dans quelques musées de curiosité, ou bien encore la projection d'une bande cinématographique faisait partie des agréments proposés dans un café un soir, ou dans un grand magasin, comme au grand magasin du Fayel. Entre le moment donc de l'invention de la photographie animée par Thomas Edison, les frères Lumière et bien d'autres, les années donc milieu des années 1890 et les années 1906-1907, donc pendant une douzaine d'années, on peut dire que le cinéma, à proprement parler, n'existe pas comme spectacle à part. Il existe en tant que technologie, d'accord, mais il n'existe pas comme média, comme pratique culturelle distincte des autres, comme spectacle autonome. Les choses commencent à changer seulement quand des salles dédiées au spectacle cinématographique ouvrent, et ça va se passer très vite, dans toutes les grandes et moyennes villes, en France en tout cas, je parle là de la France. Ces salles de spectacle, elles proposent un programme varié, composé de vues documentaires, de scènes comiques, de drames, hein. On est sur des bandes qui vont de 50 à 200 mètres. À l'époque, on compte les mètres de pellicule, c'est-à-dire vous divisez par 20 pour avoir le nombre de minutes, donc 200 mètres, c'est 10 minutes. Là, on est à un film d'une douzaine de minutes, c'est un film plutôt long. En 1910, les métrages se sont un peu allongés par rapport à 1906-7. En 1906-7, 200 mètres, c'est vraiment long. Des vues variées donc, qui sont présentées. Et quand elles sont en centre-ville, ces salles, elles arborent les signes de prestige des théâtres sur leur façade, par leur confort intérieur, par la livrée du personnel, par ses manières. Hein, je vous ai amené, mais il y en aurait plein d'autres, une vue
de la salle de l'Omnia Pâté, qui est une des principales sur les boulevards à Paris, parmi les premières. Et je lis rapidement un petit texte qu'Edmond C. écrit avec pas mal de truculence dans Gil Blas en mars 1908. Depuis 4 ou 5 années, depuis que les Pâtés et les Gabka c'était une salle de Gabriel Kaiser, ont fait la conquête de Paris, boulevard par boulevard, rue par rue, maison par maison, depuis que se sont multipliés à l'infini les petits réduits, les petits boyaux, les petits entonnoirs luxueux dont le luxe plonge dans le noir de 5 minutes en 5 minutes, durée des films. Depuis que devant chaque porte cochère presque, un homme que l'on prendrait pour le concierge en livrée vous désigne d'un bras bienveillant le guichet à grillage et vous mène ensuite à votre place par un chemin de ténèbres. Depuis qu'il nous est donné de nous évader à la seconde même, sitôt que nous le souhaitons, des banalités de la rue pour être transportés sur le champ dans d'étranges pays et vers d'autres êtres, depuis ces jours bien heureux, il n'est pas d'après-midi où je ne me suis glissé, spectateur furtif, à mon fauteuil dans une de ces salles. Edmond C. parle de 4 ou 5 années et c'est étonnant parce que en fait ça fait 2 ans tout au plus que ces salles existent sur les boulevards et c'est dire peut-être si ces nouveaux lieux ont vite fait partie du paysage familier au point qu'il ait pu croire qu'elles existaient depuis 2 fois plus de temps. Les salles de cinéma fidélisent donc, on le voit, un public qui va généralement revenir de semaine en semaine et à qui il faut donc offrir un spectacle renouvelé, ce qui n'était pas le cas quand le spectacle était exploité par exemple dans un cadre forain. On venait voir le cinéma une fois de temps en temps, rarement. Et en réponse à ce besoin émergent, Pathé, déjà dominant sur le marché français et international, va remplacer la vente des films par la location pour favoriser la rotation des copies, la rotation des titres. Et avec l'essor du marché, qui est vraiment très rapide à ce moment-là, un vrai décollage économique, et vu l'extrême rentabilité de la production de films, avec un retour sur investissement immédiat et énorme, l'économie du cinéma connaît à ce moment-là, dans cette courte période autour de 1907, un vrai boom et même une bulle spéculative. Les nouvelles sociétés de production fleurissent en tous sens, et il y a un court moment qu'on pourrait appeler un moment start-up dans le cinéma français, c'est-à-dire qu'on entre dans le cinéma français avec un nouveau concept et on trouve tout de suite des gens qui sont prêts à vous amener de l'argent pour investir là-dedans. C'est ainsi que 2 banquiers d'affaires, les frères Laffitte, vont créer des sociétés qui ont pour objet le cinéma publicitaire, une société du cinéma publicitaire, une société du cinéma itinérant automobile. Ils vont acheter l'ancienne salle de spectacle de l'Hippodrome, une salle géante place Clichy, pour en faire le plus grand cinéma du monde. C'est le futur Gaumont Palace, mais c'est eux qui commencent à en faire un cinéma. Et puis ils vont bientôt faire un plus gros coup encore, mais n'allons pas trop vite, comme disait Monsieur X. Le nombre de films explose, d'accord, mais où trouver des sujets, des idées de scénario pour faire autant de films ? En fait, ça fait des années que les producteurs de films ont l'habitude de faire feu de tout bois. On passe aussi, on adapte en cinéma des faits divers, des actualités, couronnement du roi d'Angleterre, des grands classiques de la littérature, un petit morceau un tableau des Misérables de Victor Hugo, de la peinture d'histoire, le mélodrame, la chanson, tout peut être mis en film. Tout, et y compris la littérature récente, si une pièce de théâtre, une nouvelle qui date d'il y a 1 mois, 5 ans, 10 ans, contient une idée exploitable. Cette habitude, elle était prise depuis des années et le cinéma, un peu comme l'imagerie, pouvait faire ça très librement sans que les auteurs s'en mêlent. Et puis, d'un coup, Pathé a dû être surpris quand, en 1908, coup sur coup, 2 écrivains l'assignent en justice pour contrefaçon, parce qu'ils ont reconnu ou cru reconnaître dans un film le sujet d'une de leurs pièces. Et puis les sociétés d'auteurs, la SACD, la Société des gens de lettres, se solidarisent avec ces écrivains. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup pour qu'une réalité qui passait sous les radars devienne un objet de scandale, pour que ces adaptations qui, en quelque sorte, allaient de soi, deviennent quelque chose pour lesquels les auteurs des œuvres originales exigent des droits, œuvres originales supposées, puisque d'ailleurs les titres ont été changés. Une explication, c'est que cette réalité est devenue beaucoup plus visible des écrivains concernés. Désormais, vous l'avez vu, il y a des salles sur les boulevards sur lesquelles passent ces films. Ce sont des lieux que les écrivains comme Edmond C. peuvent fréquenter, ou des proches à eux, qui vont découvrir qu'on
qu'on porte leurs sujets, leurs idées de pièces de théâtre à l'écran sans leur demander l'autorisation. Et puis il y a peut-être une deuxième explication qui est complémentaire de la première, c'est que avec ces salles de spectacle qui sont désormais dans les centres-villes et même qui sont sur les grands boulevards à Paris, au voisinage des théâtres, eh bien le spectacle cinématographique a changé de statut symbolique. Maintenant, ce n'est plus considéré purement comme de la photographie animée, un mode de reproduction mécanique. On commence à y percevoir une vraie forme de représentation dramatique simplement parce que le cinéma a changé de lieu d'exploitation et qu'il est désormais dans le monde géographique des théâtres. Et c'est dans ce contexte que la nouvelle initiative des frères Laffitte voit le jour. Ils vont créer au début de 1908 la Société du film d'art avec l'idée de demander aux plus grands comédiens français de jouer dans des films imaginés par les plus grands écrivains, de confier les décors et la mise en scène aux plus grands aussi de la scène parisienne, et même de commander des partitions musicales originales à des compositeurs. Il y a un grand banquet d'écrivains, et on annonce que des écrivains, je vais citer les plus connus aujourd'hui, Pierre Louis, Anatole France, mais aussi Henri Lavedan, J'ai le Nôtre, Alfred Capu, quantité d'autres, Georges Courteline, vont écrire pour le cinéma. Edmond Rostand, je l'oubliais. Il y a de leur part, c'est évident, puisqu'on a retrouvé la correspondance d'Henri Lavedan, directeur littéraire du film d'art, un vif intérêt pour eux pour le cinéma. Il ne s'agit pas simplement de gagner facilement de l'argent, comme on a pu le dire, le prétendre. Il s'agit pour eux d'un véritable intérêt, de curiosité au moins, pour ce que le cinéma pourrait leur permettre de nouveau. Offrir par exemple à un historien comme le nôtre ou comme Georges Desparbès, qui romance, disons, l'histoire de France, la possibilité de tourner des sujets comme des scènes de la Révolution française dans les décors authentiques des événements et non pas sur une scène, et de multiplier à l'infini les décors dans lesquels on tourner dans les décors où les événements historiques ont eu lieu. Ou tel autre va se passionner au contraire pour les effets spéciaux, les effets de substitution, d'apparition, disparition que permet le cinéma, avec une grande simplicité. Voilà, du côté des acteurs sont annoncés Sarah Bernard, Mounès Sully, Le Bargy, toute la comédie française. Il y a un gros battage publicitaire et Pathé décide de soutenir cette entreprise qui est au départ née hors de son giron, en éditant les films, c'est-à-dire en tirant les copies et en les faisant circuler dans son réseau. Et de cette manière, dans un marché du cinéma qui est un peu en ébullition et en surproduction, avec énormément de production de films de tous côtés, Pathé marque un coup, se distingue en mettant à son catalogue les noms les plus prestigieux, les noms d'auteurs en particulier, et la promesse de films hors du commun que portent ces noms, qui permet finalement de réaffirmer son statut prédominant sur le marché. Mais le jeu de Charles Pathé est un peu ambigu aussi, parce que quelques semaines plus tard, après ces débuts du film d'art, eh bien une initiative concurrente émerge, avec cette fois Pathé comme actionnaire de l'entreprise, alors qu'il n'était pas actionnaire du film d'art. Et cette initiative concurrente du film d'art, c'est la Société cinématographique des auteurs et gens de lettres, on y est.